Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau de Dialogue. Chaque semaine, nous sélectionnons un enjeu de société ou de culture et nous essayons d'en mesurer l'importance, les effets et de dégager des perspectives en termes de solutions. La question que nous nous posons aujourd'hui, le 21e siècle sera-t-il celui des nomades? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Pascal Chevrette, qui est professeur de littérature au Cégep Montmorency, mais aussi à un essayiste, poète et psychiatre pour commencer l'émission. Merci de nous écouter. Joël Desrosiers est un personnage hors du commun. Poète, essayiste et psychiatre, il est à la fois un intervenant scientifique et un acteur littéraire, ce qui redouble la richesse de ses analyses. Voici un homme de croisement et de carrefour qui concilie la passion des origines et le respect des déracinements, le goût du voyage et la recherche des stabilités, la beauté des mots et la quête de la vérité. Bienvenue et merci Joël Desrosiers. Je me trompais de prénom. Quand on va y aller par couche, et je dirais la première couche, vous êtes comme, je dirais, ça m'a rappelé le feuilleton Le Fugitif. C'est-à-dire vous êtes un homme qui est parti d'Haïti, réfugié à New York, puis après à Montréal, si je me rappelle bien, puis pouf, vous voilà traversant de nouveau la mer. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été métissé par les circonstances? Est-ce qu'on pourrait dire ça? D'abord, je vous remercie, Jean Carrette, de votre invitation aujourd'hui à cette émission. Et l'idée d'être un être en route, c'est une idée de laquelle je me reconnais, que je chéris beaucoup, puisque c'est celle aux prises de Gabriel Marcel Homo Viator. Dans Homo Viator. Donc l'idée d'être un homme en route de chacun de nous, c'est donc cette espérance-là qui est notre respiration. Cette respiration à la fois lente, pour parler comme Bourdelle, et à la fois longue, pour montrer que oui, j'ai quitté Haïti enfant. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Je suis donc un enfant d'exilé. Qu'on pourrait écrire comme vous l'écrivez, oui, en mettant voilà. ex avec un petit tiret. Tout à fait, manière de prendre une distance et puis de montrer que l'île m'habite. Et n'ayant aucune attache au Québec, au Canada français comme on disait à l'époque, ma mère, mes parents, mon père ont voulu tout de même, après un passage aux États-Unis où nous avions de la famille, à New York, mon père avait son frère. À Chicago, ma mère avait également un frère qui était là depuis les années 50, parmi les premiers à s'installer aux États-Unis. Malgré cet accueil familial, mes parents ont insisté pour venir au Québec, par amour de la langue française. Ok. Ils connaissaient Montréal eux-mêmes? Non, pas du tout. Ils ne connaissaient pas Montréal. Ma mère avait fait ses études en Suisse. Ok. Et mon père Haïti. Et il ne connaissait pas le Canada, pas du tout. Mais la langue française était, je crois, cette espèce de mirage et de miracle qui fait qu'ils ont voulu venir ici nous élever, les enfants, en français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle en français, puisque j'ai des cousins américains avec qui je ne parle qu'en anglais, parce qu'ils ont perdu la langue française, malheureusement. Et donc, je les remercie aujourd'hui, mes parents, d'avoir voulu venir au Québec. Et du Québec, vers les années... au début des années 70, après mai 68, je me suis rendu à Strasbourg, en France. C'était la tradition familiale de partir, etc. Encore une ville carrefour, une ville frontière. Une ville frontière. Pourquoi Strasbourg? Parce que j'avais connu enfant
les Pères Spiritains, où j'étais au collège des Pères Spiritains, au petit séminaire Saint-Martial à Haïti. Et ces Pères Spiritains, leur maison mère était à Strasbourg. Donc, et j'avais connu là des prêtres alsaciens, eux-mêmes que je pourrais appeler aussi des créoles, puisqu'ils étaient à la fois sur une frontière, comme vous venez de le dire, Strasbourg, la ville de Goethe, la ville de Gutenberg, de la ville de l'Europe aujourd'hui, une ville qui a beaucoup compté dans la formation de l'idée européenne. Et donc, je me suis rendu là, à Strasbourg, où j'ai redécouvert ma créolité, puisque je vivais dans un espace en fuite toujours, hein, d'une langue à l'autre, d'une frontière à l'autre, la frontière rhénane, le Rhin qui divisait l'Alsace de l'Allemagne, et cette mystique alsacienne de n'être nulle part, hein, de n'être ni en France, ni en Allemagne. Alors ça me plaisait beaucoup, ce sentiment d'être en route, et voilà comment je suis revenu au Québec quelques années plus tard, après mes études de médecine. La boucle n'est pas bouclée, puisque je repars régulièrement en France, où j'ai gardé de longues amitiés. Ça me fait penser à Pascal, le centre partout, la circonférence nulle part. Voilà. Pas Pascal Chevrette, mais Blaise Pascal. J'ai envie de justement de parler, vous avez parlé plusieurs fois de l'amour des mots. Il se trouve que vous êtes psychiatre. Et un psychiatre, c'est pas quelqu'un qui vend de l'aspirine, c'est quelqu'un qui justement permet à deux récits de se croiser en quelque sorte pour donner un chemin d'équilibre relatif et de repos. Je crois savoir que le psychiatre aujourd'hui, c'est un héros moderne. Oui. C'est un héros contemporain, puisque les catastrophes mondiales, les catastrophes climatiques, les traumatismes de partout, ce que j'appelle l'ère du temps, les guerres, j'ai presque envie de dire, vomissent sur nos rives des pays occidentalisés et en situation relativement confortable, des centaines d'hommes et de femmes et d'enfants en situation de grande détresse. Le psychiatre aujourd'hui, c'est un homme qui doit être un homme de sciences humaines. J'aime bien votre idée que ce n'est pas une pilule qui est donnée, mais bien une écoute de cette ère du temps qui, pour parler comme Karl Jaspers, correspond à un moment axial, une espèce de rupture gigantesque dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Et donc, je reçois à ma clinique ces hommes, ces femmes, celui-ci d'origine assyrienne, catholique, chrétien d'Iran, 3 ou 4% de la population, vieille tradition chrétienne datant du Christ, n'est-ce pas? L'autre kurde de père juif et de mère arabe, musulmane. Celle-là du Rwanda, princesse, ayant été élevée en Afrique du Sud. Lorsqu'elle est revenue au Rwanda, toute sa famille avait disparu. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a nulle part au monde, nous ne pouvons dire que nous ne sommes plus au courant ou que nous ne l'avons pas été. Nous sommes au courant. Et mon travail de psychiatre et de psychanalyste, puisqu'il y a une autre dimension dans mon métier en tant que psychanalyste, c'est donc non pas de tenir compte des traumatismes, de leurs conséquences mémorielles sur la psyché humaine, mais bien de me demander l'impact de cette ère du temps sur les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ceux qui risquent leur vie, n'est-ce pas, à travers la Méditerranée ou à travers la Caraïbe ou à travers les pays d'Asie du Sud-Est, etc., pour trouver une issue pour eux et leurs enfants,
des fois à pied, en bateau, en barque, en cayucos. Ces images télévisuelles nous arrivent tous les jours. Mais ceux qui sont ici aussi, c'est-à-dire les sédentaires qui, dans leur confort, se sentent menacés quelque part par l'arrivée de ces Syriens, de ces Haïtiens, de ces Africains qui... de ces terroristes, comme ils disent parfois. Voilà, et cette terreur-là, Ouais. c'est une terreur interne, c'est une grande angoisse. Je crois que la civilisation occidentale est arrivée à ce moment crucial, de ce moment axial, d'une grande angoisse devant ces hommes et ces femmes qui montent à l'assaut. D'ailleurs, vous parlez, hein, j'ai trouvé l'image superbe, alors je ne peux pas m'empêcher de la donner, que créole, ça veut dire je crée l'autre, Oui, mais oui. y compris l'autre en moi. L'autre en soi. Hein, c'est ça, voilà. c'est ça. Le créole, c'est quelqu'un qui crée l'autre en permanence. Dans ce rapport-là où nous ne pouvons parler aucune langue sans la présence des autres langues. Oui, Voilà. Même lorsque nous ne connaissons pas ces langues. Donc ce n'est pas une pathologie, à la limite, c'est la condition universelle de tout le monde. C'est les conditions humaines. Okay. Et les interactions aujourd'hui, les technologies de l'information font en sorte que le sujet aliéné, sous prétexte qu'il ne connaîtrait pas l'histoire de l'autre, ne peut plus dire cela. Nous pouvons parfaitement connaître l'histoire du peuple iranien. Nous avons le devoir de lire la poésie kurde. Nous avons l'obligation morale de connaître les contes et les traditions du Rwanda, etc. Pourquoi? Parce que c'est disponible. La curiosité n'est pas une indiscrétion. Voilà, et c'est-à-dire c'est la carte de visite de l'autre, c'est disponible. Nous pouvons googler, ouvrir sur Internet, et cette encyclopédie-là nous permet d'aller vers l'autre et de ne pas faire semblant de ne pas le connaître, de ne pas être au courant. OK. Donc, on n'est pas obligé de tomber dans ce qu'on appelle l'aliénation. Je fais exprès de parler de l'aliéné, bien entendu. L'aliéné, c'est celui qui est possédé par un autre. Tout à fait. Il se prend pour Napoléon. Oui, ou, bon, peu importe. Possédé par un autre, croyant que l'autre est différent, que l'autre ne lui appartient pas. C'est ça. Alors que ce trou, cette altérité-là, elle est nécessaire pour vivre. Sinon, nous sommes dans quelque chose de l'ordre d'un manque comblé. C'est ça. Alors, quand le manque est comblé, c'est l'effondrement, n'est-ce pas? OK. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs l'image de l'opprimé? Je pense beaucoup, évidemment, à la situation non seulement en Syrie, en Iran, mais en Haïti aussi. Oui, tout à fait. Parce que l'opprimé, ce n'est pas celui qui dit « mais vous savez, moi, ce n'est pas pareil », alors qu'en fait, c'est le miroir de l'humanité entière, finalement. Et donc, j'ai tenté d'écrire quelques essais pour dire, surtout le dernier, après Théorie Caraïbe, de dire, bon, avec Métaspora, de parler de nos patries intimes. C'est-à-dire que de ce que nous fabriquons dans la clandestinité de ces patries, nos musiques, nos goûts, nos lieux, nos espaces, nos couleurs, nos choix esthétiques, en nous gardant de faire cette erreur que chacun fait, de croire que nous avons une maison. Je crois que la plus grande erreur, c'est de croire que nous avons un lieu de naissance. Ah, OK. Oui. OK. Contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de la démarche analytique qui consisterait à remonter vers une source qui nous dirait de quoi. Et toute nostalgie est utérine, c'est ça. De remonter vers quelque chose. Okay. Et cette remontée vers les origines, nous savons à quoi elle mène. Elle mène aux identités meurtrières, elle mène à des figures fantasmatiques de pureté, elle mène à des exclusions de l'autre perçu comme un étranger, alors que forcément la figure de l'étranger est si nécessaire comme dans toutes les cultures, combien l'étranger porte en lui-même quelque chose d'inquiétant, certes, mais de nécessaire. C'est ça. Autrement dit, l'image qui m'est venue
en vous écoutant à l'instant, c'est Harlequin. Oui, Hein? oui. Le Harlequin, la bigarrure de Harlequin. La bigarrure du monde. C'est ça. Oui, Mais et puis sa folie aussi. C'est pas juste pour plaire ou pour abuser ou pour faire rigoler au coin de la rue. Nous sommes là. C'est un miroir, finalement. Alors que Pierrot, sa blancheur est peut-être un peu suspecte. Plutôt mélancolique. OK, donc c'est bien ça. Et avec les mots. Alors, les mots, autrement dit, en vous écoutant tout à l'heure, je disais les mots, faut-il l'écrire, puisque c'est un médecin MAUX, ou faut-il les écrire MOTS? Alors... Oui, c'est très joli de jouer sur cette polyphonie des mots. Je me demande même quelquefois si les uns ne prennent pas la place des autres, mot pour mot. C'est bien parce que il y a une inhibition, une incapacité de mettre des mots sur la souffrance que apparaissent les symptômes, les maladies, les conflits, etc. Je crois que c'est François Dolto qui disait « Rien ne nous détruit dès lors qu'on en parle ». C'est ça. Et je trouve cette phrase très belle, j'en fais une espèce de phrase qui, chaque fois que je suis en face d'une fascination pour la destruction, parce que détruire, c'est aussi se détruire. La complaisance dont on parlait tout à l'heure, la négative. La complaisance masochique, négative, sans rentrer dans un jargon analytique, mais l'idée, c'est cela. C'est que les mots nous libèrent et que la littérature en particulier. OK. La Alors ça, poésie, c'est votre marque de le fabrique. théâtre, hein? oui, je travaille énormément avec dans ma vie d'écrivain, mais aussi, je considère que la littérature est un pharmacone, un médicament. Et non pas un poison. Et non pas un poison. Peut-être un poison, oui, bien sûr. On peut ne pas pouvoir lire un livre parce que, bon, pour différentes raisons. Mais je crois que la littérature est un médicament. Il suffit d'une phrase pour que le poème illumine le monde. Il suffit d'une oreille. Il suffit d'avoir dit une phrase et qui nous frappe, reste en nous et nous bouleverse. Et cette force-là de la littérature, c'est la force de la culture, de la civilisation, de pouvoir non pas fuir la souffrance, c'est inutile, elle nous rattrape, mais de supporter cette condition humaine dont vous parliez à l'instant. C'est ça, d'en faire un levier, finalement. D'en faire une force. Voilà. Et de donner à l'art toute sa place, non pas d'une vulgaire thérapeutique, mais de quelque chose d'une médiation. Dans le mot médicament, j'aime beaucoup l'idée, puisqu'il y a le radical MED, que vous aimez bien, vous qui êtes un agrégé de grammaire. MED, c'est la médiation. Le médecin, c'est l'homme de la médiation, c'est l'homme du milieu, c'est l'homme ou la femme de cette traversée-là. Ben, je crois qu'on a planté plus qu'un décor. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Je vais aller à l'avant pour accueillir notre ami Pascal Chevrette, à qui vous devez votre invitation. D'ailleurs, merci. Bonjour, Pascal. Allô. Pascal Chevrette fait partie de cette génération montante qui va peu à peu prendre la place des papy-boomers, acteurs de la Révolution tranquille. Fils d'exploitants agricoles, il a bifurqué vers la littérature et les mots, ce qui a fait de lui un exilé de l'intérieur, un voyageur de l'esprit et un de mes amis très chers. Alors, merci, cher Pascal. Vous êtes un habitué de l'émission. Vous nous avez tout à l'heure, et vous avez écouté notre échange entre moi et Joël Desrosiers. Et Joël Desrosiers va nous écouter, bien sûr, avec beaucoup d'attention. On va commencer un peu comme lui, mais lui, vous n'avez pas quitté votre campagne. Mais quand même. Ben, quand même. Vous étiez destiné à vous occuper de la culture des céréales et puis des animaux. D'ailleurs, vous ne détestez pas ça de temps en temps, et puis de bûcher du bois. Non, mais rectifions les faits. Là, je ne vais pas souvent travailler à la ferme où j'ai grandi. Non. OK. Mais
bon, effectivement, dans mon parcours, ça a une place quand même importante, là. Maintenant, je suis prof de littérature. Oui, comment on passe de l'un à l'autre. Oui, comment on passe de l'un à l'autre? De la même façon que Joël Desrosiers, tout à l'heure, passait de Haïti à Chicago, Oui, New York. je trouvais ça intéressant, ce que M. Desrosiers évoquait tantôt, en disant que c'est une erreur de croire que... Comment il disait ça? C'est une erreur de croire que nous avons... que nous avons un lieu de naissance, voilà. On a des lieux de naissance, mais c'est peut-être une erreur de les prendre pour acquis. Il y a peut-être lieu de les appréhender d'un autre œil. Moi, j'ai ressenti le besoin J'ai ressenti le besoin et j'arrivais pas à mettre des mots à l'époque où j'ai été vers les lettres. Ça a été quand même un long... C'est amusant d'aller vers les lettres quand on ne trouve pas les mots. Oui, non, tout à fait. Et j'avais besoin du langage. Je ressentais ce besoin-là profond parce que je me retrouvais pas nécessairement. Puis bon... dans ma famille, l'ancrage est très présent. C'est un long enracinement sur plusieurs années. Puis oui, les mots m'ont beaucoup aidé. Je me rappelle quand j'étais à l'université d'avoir lu des poèmes de Gaston Miron qui m'ont réellement parlé parce que Miron disait qu'il venait d'une lignée de gens qui travaillaient le bois. Okay. Puis donc, lui, ses outils, dit « Mon père vient vers moi avec le goût du fils et des outils ». Je me suis beaucoup reconnu là-dedans, mais je ne pouvais pas endosser de reprendre la ferme. Puis c'est tout un milieu, là, le milieu agricole aussi. Là. C'est un milieu parfois qui est un peu méconnu, je pense, là, qu'on redécouvre avec les préoccupations environnementales. Là, mais quand j'étais enfant... On va continuer à jouer sur les mots, ouais. comme M. Desrosiers tout à l'heure. Est-ce que les mots, c'est vos plantations maintenant? C'est ce que vous plantez en vous-même? Oui, okay. Parce que tranquillement, j'ai délaissé, j'ai pas choisi, moi, de reprendre la terre. Donc, je me suis lancé dans une espèce d'élan de curiosité à découvrir un peu, puis à reconstruire d'autres bases. Les codes dont j'avais besoin pour évoluer, c'était pas tout à fait les codes que l'on reçoit dans le milieu agricole. Il y a une culture, il y a une façon de procéder, il y a des pratiques, mais bon, c'était pas suffisant. Il y a des choses que je devais garder, il y a des choses que je devais délaisser. Puis je pense qu'il y a un peu... c'est un certain exil intérieur, si on peut dire, parce que j'ai pas... Et puis je pense au mot culture. C'est quand même tout à fait. Il y a quelque chose de... Pour moi, ça m'a toujours beaucoup habité ça. Quand j'étais à l'université, je me rappelle, parce que j'ai pas cette expérience-là de l'exil, mais j'avais fait un voyage qui avait été quand même très, très marquant dans mon cas. C'est que ça remonte à 2001. J'étais allé au Vietnam, passer un été là-bas dans le cadre d'un stage de développement international. Et on devait choisir de participer à un volet un peu exploratoire. Soit on allait du côté de la culture asiatique vietnamienne, soit on allait du côté de l'économie ou des milieux de la santé. Je m'étais inscrit dans le volet économie, étrangement. Pour quelqu'un qui maintenant travaille avec la culture, avec les mots, avec les livres, c'était l'agriculture que je voulais aller voir là-bas. Parce qu'en préparant mon voyage, je voyais bien en lisant sur l'Asie, qu'en Asie, il y avait un lien entre les lettres, la culture puis l'agriculture. Peut-être plus prononcé qu'ici où on avait, dans la société, dans la civilisation occidentale, peut-être mis plus l'accent sur des codes issus du commerce ou du négoce. Ça m'avait été confirmé, ça, par une conférence qu'on avait là-bas, d'une dame qui travaillait dans le développement international puis qui nous racontait un peu c'est quoi la différence de culture entre l'Asie et l'Occident. Puis elle nous avait parlé de ça à travers le personnage de Socrate puis à travers le personnage de Confucius, qui aurait eu des racines rurales, alors que Socrate venait de la culture grecque, qui était une culture plus commerçante, qui jouait sur le négoce, d'où le pouvoir d'échange, de paroles, peut-être de polémique ou de débat. Alors, je retrouvais, étrangement pour moi qui était parti, je n'avais pas voyagé tant que ça, et d'être complètement déraciné, mais d'aller visiter la campagne vietnamienne, les rizières. Là, étonnamment, on dirait que je validais certains aspects de ma personne. J'étais à l'autre bout du monde. C'est ça que j'allais dire. J'étais à l'autre bout du monde. C'est ça qui est curieux. Hein? C'est vraiment, dans l'Évangile, on parle de fils prodigue. Hein? C'est vraiment, il faut aller à l'autre bout de la terre pour se rendre compte qu'elle est ronde, finalement. Oui, qu'il y a des points de rencontre, qu'il y a des points de contact.
moi, ma curiosité m'a mené là. Puis bon, il y a aussi le hasard de découvrir ces choses-là. Parce que c'est là-bas aussi que j'ai motivé encore plus fortement ce que j'allais faire. L'enseignement, puis d'essayer de faire comme je peux ma place dans cet univers-là, dont j'avais pas reçu, il n'y avait pas tant de livres que ça. Mon père lisait, j'y repense, je me disais, il n'y avait pas vraiment de livres chez moi. C'est pas vrai, mon père lisait des journaux agricoles, il y avait l'actualité, il lisait un peu les journaux quand même. Mais bon, j'avais pas de bagage, il y avait un bagage à développer, et il y avait d'abord une espèce de socle de valeurs, ou un sentiment d'identité que je devais faire émerger. Puis c'est là-bas que c'est venu. Alors, dans les lectures que je faisais des textes de M. Desrosiers, en parlant de patries intimes ou d'émotions de la provenance, j'ai été sensible, c'est bien l'expression, à cette expression-là. Parce que je me dis que d'avoir visité cette ruralité-là, asiatique, lointaine, c'est pas les mêmes plantes, c'est pas du riz qu'on fait pousser ici, mais quand même, il y a certaines similitudes, il y a quelque chose qui me parlait. D'aller visiter une clinique vétérinaire dans la province de Tai Nguyen plutôt que d'aller visiter un musée dans la ville de Hue. Ouais. C'était des choses qui créaient une proximité puis tranquillement m'aidaient à... OK, puis l'origine, ça vient de origo, qui veut dire la source. Autrement dit, il y avait quelque chose qui était, comme dans la rivière, il y avait quelque chose qui est l'irrigation. Mais j'allais dire, c'est le contraire de Joël Desrosiers, parce que lui, c'est la mer qui a fait son chemin finalement, alors que vous, c'était plutôt le contact avec la terre, l'agriculture. Oui, tout à fait. Okay. Oui. Puis bon, c'est ça, il y a sûrement des... Je m'interroge aussi sur ce qu'on garde aussi de là où on vient. C'est peut-être une erreur de prendre pour acquis d'où on vient, mais il y a quand même il y a quand même une sorte d'origine, il y a une empreinte. Le corps est marqué par une enfance. Notre mère, la nature. Tout à fait. Oui, et puis je me dis, dans cette enfance-là que j'ai eue, qu'est-ce qui est resté? Oui. Qu'est-ce qui est resté comme façon d'habiter le monde? Qu'est-ce qui est resté comme façon d'entrer en relation aussi avec les autres? Comme caractère qu'on élabore. On vient au monde, on est un système nerveux, on enregistre un peu comme des éponges aussi. D'ailleurs, natura, il y a l'idée de naissance, c'est ce qui doit naître dans la nature. Alors aujourd'hui, nous sommes, si j'ose dire, c'est un pluriel de majesté adressé à votre personne, nous sommes au Cégep Montmorency, nous sommes en littérature comme professeur. Est-ce qu'on peut dire, tout à l'heure, Joël Desrosiers disait, il y a des mots qui permettent d'assumer une souffrance, de la traverser, puis d'en faire un chemin positif. Est-ce que vous avez cette impression-là, quand vous êtes devant votre classe, avec cette multiplicité en plus de non-culture et de culture? Mais je trouve ça fascinant. À Laval, j'ai souvent les enfants de deuxième génération. Ils sont nés ici, mais bon, ils ont hérité, d'une culture différente aussi. Donc, souvent, quand j'arrive en classe, pour moi, je n'ai pas un groupe sous les yeux. Je n'ai pas un groupe, j'ai 35 individus. Et puis, mon travail, c'est aussi de créer une dynamique de groupe. Okay. Je vois beaucoup ma pédagogie comme ça, c'est-à-dire 35 îles dont vous essayez de faire un archipel, quoi. Oui, j'aime bien l'image, là. Ça nous lie aussi à M. Desrosiers. Mais oui, tout à fait. Il y a quelque chose à construire. Puis, le pire, c'est ça, c'est que ça pourrait être des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui sont de parents venus d'ailleurs ou qui sont d'ici, mais peu importe, on est face à des individus puis on doit créer du lien. Mon groupe, je ne le prends pas pour acquis, je vais le construire. Puis je leur dis, vous avez aussi une responsabilité de contribuer à la création de cette dynamique-là. Pour moi, c'est extrêmement important. Je ne prendrai pas pour acquis le groupe. Puis ça se peut que ça ne marche pas. Et donc, de mon côté, il y a aussi, je suis là pour leur enseigner. Leur enseigner quoi? Leur enseigner justement à essayer de développer un discours pour eux-mêmes, à trouver des mots pour eux-mêmes. Okay. D'apprendre à lire un livre, pour moi, c'est d'apprendre à écouter, mais vraiment bien écouter une autre personne. D'entrer dans une autre psyché, une psyché qui n'est pas la nôtre. Un texte, c'est pas qu'une accumulation d'informations. Je pense que M. Desrosiers aussi, dans sa poésie, il le sait très bien. C'est aussi un mot est nourri d'impressions. Un texte est nourri de valeurs. Il y a de l'affect à travers ça. Comment décoder tout ça? Faites l'exercice. Travaillez un livre sur une quinzaine d'heures.
mais entrer dans la psyché de quelqu'un d'autre. Un peu comme, je m'amuse à dire, c'est un peu comme de la télépathie. De télos à distance, pathos, l'affect. Okay. On va vivre l'affect à distance. Et la souffrance dont parlait Joël Desrosiers tantôt aussi. Oui, tout à fait. Parce que je leur fais lire, entre autres, l'histoire de Pi, le roman de Yann Martel, puis bon, justement... L'histoire maritime. C'est tout à fait une histoire maritime. Puis l'histoire d'un personnage aussi qui s'est converti à différentes confessions religieuses, puis qui se retrouve perdu en mer, en plein Pacifique, avec un tigre à bord d'un canot de sauvetage. Puis on se dit, bon, il y a toutes sortes de choses intéressantes à voir dans ce récit-là, notamment la valeur symbolique du récit. Pourquoi il se retrouve seul en mer? Parce qu'il a peut-être, puis ça peut être une interprétation, on en discute avec les étudiants, mais de s'être approprié différentes traditions comme ça, alors que sa famille, dans la première partie du roman, sont complètement déboussolés par ça, même les gens qu'il rencontre. Donc, ça peut être vu comme une sorte d'errance, mais il va apprendre à l'assumer, cette errance-là. Et il se retrouve seul sur la mer. Donc, c'est fascinant. Et bon, le récit nous emmène à questionner beaucoup son discours à lui. L'histoire qu'il nous raconte, il était seul. Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Puis le fait de croire à cette histoire-là va le sauver. Parce que sinon, il aurait sombré dans une espèce de barbarie qu'il nous décrit dans les dernières lignes. Le naufrage a été difficile. Mais quand on lit le récit, on trouve ça un peu difficile, mais fantastique aussi, avec les éléments, les animaux, tout ça. Quand on le lit bien, on découvre qu'il y a une souffrance, que le récit, c'est une couche par-dessus la souffrance du personnage. Et le récit est long. C'est un défi pour mes étudiants. Je leur dis, tenez le coup de ce naufrage de lecture-là. Okay. Rendez-vous à la 350e. Il y a quelque chose que je me pose aussi comme pédagogue, parce que moi aussi, j'aime bien entrer dans les salles de classe. Vos étudiants qui viennent d'un peu partout, c'est vraiment très cosmopolite, sont remplis beaucoup plus d'images que de mots. Ils sont bombardés d'images à la télévision, ils sont avec leurs petites poussettes, comme dirait Michel Serres, c'est des images. Vous faites le pont avec les mots, vous nommez les choses, c'est ça? Oui. Mais en fait, je voulais, juste pour terminer mon idée de tantôt, c'est que d'écouter le discours du personnage, c'est justement de laisser M. Desrosiers, tout à l'heure, parlait de la place libre. Il faut être capable d'une écoute. Le psychiatre le sait, il faut être capable d'écouter le récit de l'autre. Le livre invite à ça. Maintenant, pour ce que vous soulignez, là, le fait qu'ils arrivent avec plein d'images, mon impression, c'est qu'aussi, pas nécessairement des étudiants de cet âge-là, mais qu'un peu tout le monde, on vit aussi, on pense avec des images. Peut-être plus quand on est jeune, c'est vrai qu'on est bombardé aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup bombardé. On peut être saturé facilement. Et on en vient à probablement articuler, parfois par réaction, certaines idées, parce qu'on est bombardé, qu'on entend que telle déclaration, qu'on lit telle chronique. Et on fait son idée, souvent en se laissant prendre par un jeu d'influence. On trouve, on fait parler un peu ce qu'il y a en nous, mais on s'irrigue par toutes ces influences-là. Mais oui, il y a un travail de cet ordre-là que la littérature peut nous inviter à faire, c'est-à-dire, j'ai une image, je la questionne, je prends le temps qu'il faut pour la questionner, puis j'essaie de développer un discours sur elle. C'est ça. Quand on pense, le mot idée, c'est l'image. Tout à fait. Hein, c'est tout à fait ça. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est la génération montante, c'est celle des selfies. Ouais. C'est celle de l'écran. C'est celle de l'image, encore une fois, prédominante. Les mots deviennent des outils un peu étranges, non? Est-ce qu'ils bavardent autant que nous bavardions quand nous étions enfants? Hein? Ils prennent des photos, ils prennent des clichés. Oui, mais ils échangent ou on échange beaucoup de textos. Il y a beaucoup de textes encore. Textos, bon oui, le mot est important. Le mot est important. Oui, l'image, mais la lettre, le dessin, c'est une image aussi, à la base. Oui. Okay. Il y a encore... mais on rend les images éloquentes, c'est ça que je veux dire. L'enseignement, ça serait ça. Ça serait de mettre des légendes, comme on dit. C'est marrant, hein, d'appeler ça des légendes. Derrière, en dessous de l'image, on légende quelque chose. C'est-à-dire, voilà ce qu'il faut lire de cette image. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. D'essayer de mettre des mots sur des affects. Okay.
Et les mots, ça peut réconcilier, ça peut guérir. Quel est le mystère qui est derrière cette chimie-là? Ben, j'ai des étudiants, des fois, qui parviennent à comprendre des aspects de l'œuvre, puis on dirait que ça les fait réaliser des choses sur eux-mêmes. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a des choses qu'ils comprenaient peut-être un peu moins, puis là, ben, peut-être que le récit, l'image, vient provoquer aussi la volonté de mettre des mots sur les choses. Puis c'est toujours dur. Les étudiants ont des bonnes intuitions. Oui. Et pour certains, des fois, c'est très dur. L'intuition est très intéressante. Des fois, ils me disent des choses mieux que ce que j'aurais pu penser. Mais de le mettre en mots, de construire leur phrase-là, c'est un petit peu plus difficile. Fait que le travail est un petit peu là. Derrière la fulgurante, l'éclat, il faut une patience de passer de l'intuition hein, qui est un ressenti à quelque chose de un peu plus rationnel ou réfléchi ou qui ouvre la relation avec l'autre. Vous savez que ça me ramène pratiquement à l'image de départ, en ce sens que le paysan rêve de sa récolte, mais il sait très bien qu'après, il faut labourer, il faut travailler patiemment. Les bœufs sont patients. Ben oui, justement. J'ai l'impression parfois même que cette espèce de patience paysanne habite même ma conception de la pédagogie. Ah, okay. Dans ma patience avec le groupe, dans la patience d'apprendre, puis dans moi aussi d'être patient envers moi-même. Merci beaucoup, Pascal. Ça fut très passionnant. Ça fait deux. Je vois d'ici Joël Desrosiers qui vous écoutait avec beaucoup d'attention, mais d'intérêt surtout. Alors, on va se retrouver tout à l'heure pour la troisième partie de l'émission Dialogue. Merci beaucoup. Parfait. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Alors, nous nous retrouvons pour une synthèse. Vous avez tous les deux écouté l'autre, comme on dit, puis moi, je vous ai écouté avec évidemment beaucoup de plaisir. On va essayer de rapailler tout ça, bien sûr. Peut-être la première réaction que j'ai, et elle est très positive, c'est j'ai comme l'impression que vous êtes chacun à votre manière, vous délivrez les gens de l'angoisse de l'étrangeté, de l'étranger, de l'envahisseur, de l'autre dans toute sa différence fantasmée finalement. Est-ce que je me trompe? Oui, je crois qu'il y a cette passerelle entre les histoires fictives que propose la littérature, qui n'en sont pas moins que des histoires. La réalité dépasse la fiction. Voilà, des histoires tout à fait réelles dans notre psyché. Oui, et que ces passerelles, je suis très heureux d'être là en compagnie de Pascal Chevrette, parce que ces passerelles sont incarnées. Elles ne sont pas seulement dans les livres, elles sont aussi dans un magistère, dans une parole. J'avais été frappé tout à l'heure du commentaire de Pascal Chevrette, lorsqu'il disait, et vous avez bien fait de rappeler l'idée de l'archipel, qu'il n'est pas en face d'un groupe, mais en face de 35 personnes, individus, avec chacun leur histoire, qu'ils portent en eux, même lorsqu'ils sont d'une deuxième génération, voire même d'une troisième, et sans doute à la 7e même, comme dans la Bible, ils portent en eux quelque chose de transgénérationnel. Et nous le savons dans nos travaux analytiques, combien les histoires sont transmises par une espèce d'inconscient familial, collectif, social, à l'insu de l'individu, qui répète, qui réarticule, tente d'oublier, mais le refoulé revient constamment, de ses origines, de ses langues, de ses souffrances. Et donc, c'est bien que la littérature soit portée comme cela, de cette façon presque individuelle, où vous passez ce savoir à vos étudiants. J'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Et en même temps, toute île est en quête d'une autre.
Oui, et donc l'idée de l'archipel, quelque chose d'archipélagique aussi, m'est apparu tout à fait, m'a interpellé puisque je suis un homme d'archipel. Une réaction, Pascal, par rapport à ça? Ben, oui, je trouve qu'il y a des ponts, les confronter à une... Vous êtes des pontifs, tous les deux. Le cadre est différent. Hein? Le cadre est différent. Ben oui, je peux travailler avec un étudiant qui a des difficultés particulières, mais habituellement, c'est ça, on est plusieurs, on doit naviguer dans tout ça. Ils ont tous... on ne fait pas que voir du récit là, dans les cours, mais le récit, par contre, la psyché a une nature narrative. On se raconte une histoire. Une histoire nationale, c'est aussi une narration. Une histoire familiale, c'est une narration. Puis on est, sans qu'on s'en rende trop compte, on endosse certains personnages. On est donné comme ça. Oui, autrement dit, il faut faire l'image qui me vient tout de suite, c'est « Ne nous racontons pas d'histoire ». Mais si, racontons-nous. Ben, on est toujours dans un récit, donc, mais on a un certain pouvoir... J'aime bien l'image des racines du ciel que Romain Gary avait donné au titre d'un ouvrage, parce que, bon, il y a un enracinement dans un récit de famille, de nation, peu importe. Puis, il y a cette potentialité-là qu'on a de narrer aussi. On peut prendre la narration pour soi, puis on peut se raconter son histoire autrement. Donc là, notre barque, on l'amène ailleurs. Hein. C'est un peu ça. Je pense que c'est un psaume de la Bible qui dit la seule chose que nous pouvons donner à nos enfants, ce sont des racines et des ailes. Vous connaissez la fameuse émission. Là. Mais tout de suite, j'ai pensé à un mot que vous m'avez partagé en préparant cette émission. Vous m'avez dit les hommes n'ont pas de racines, ils ont des pieds. Je crois qu'il faudrait élaborer aussi là-dessus. C'est l'idée que les hommes marchent. Oui. Ah, c'est-à-dire que nous sommes en situation... dans toutes ces pérégrinations. Hein. L'homme est un pérégrin, est un homme en marche, et cette démarche-là, le poète en particulier, c'est un homme qui trotte, et qui se promène. Et une grande partie de la philosophie et de la métaphysique vient de cette idée de la déambulation. Hein. Et donc, la littérature... m'est apparu comme étant le lieu de cette inquiétante étrangeté. C'est-à-dire de mener le lecteur à découvrir une part de soi. Il n'y a rien de plus fascinant lorsque je suggère des livres à mes analysants, parce que je le fais très volontiers. J'ai une liste, ça commence par Robinson Crusoe, comme de par hasard. Comme par hasard. Dès les premières pages, c'est un livre tout à fait analytique d'un rapport au père. Robinson Crusoe va abandonner son pauvre père atteint de goutte. Hein, vous vous rappelez de ces premières pages, il faut le faire. Et le malheureux père lui dit « Mais tu peux pas me faire ça puisque j'ai perdu mes 2 fils qui sont partis comme des aventuriers à la guerre. Il y en a un qui est mort, l'autre je sais pas où il est. Tu es le seul que j'ai encore, tu peux pas faire ça, ton pauvre papa, qui a une crise de goutte, parce que la crise de goutte, au XVIIe siècle, c'était la maladie qui frappait tous les hommes, et une maladie terrible, etc., il n'y a pas de traitement. Et donc, et Robinson va dire, mais je pars quand même. L'idée de l'abandon d'un père dans sa jouissance masochique, c'est quelque chose qui montre à beaucoup de patients la nécessité, non pas d'abandonner le père, mais de le laisser assumer sa propre histoire. Et que cette crise de goutte ne vous appartient pas. C'est un symptôme qui appartient au père, etc. Et donc, que ça soit là, que ça soit dans Madame Bovary, que ça soit dans Vol de nuit de Saint-Exupéry, Au cœur de ténèbres de Joseph Conrad. Enfin, j'ai une panoplie de livres. Selon l'évolution de l'analyse, ces livres sont des soutiens, on peut les appeler des étayages, qui permettent à beaucoup de patients d'élaborer leur propre conflictualité. Et c'est avec... d'ailleurs,
je dois ajouter que c'est pas moi qui ai découvert ça, c'est Freud lui-même, en disant combien les écrivains, les grands écrivains, Shakespeare en particulier, ont tout découvert de l'inconscient. Freud n'a fait que structurer l'inconscient en nommant les différents... L'exemple de Robinson que vous donnez, c'est intéressant. Je me dis, son père lui fait une demande, donc c'est le poids aussi de ce qui est antérieur à lui. Oui. Puis la question, c'est de savoir comment on compose avec ce qui nous est antérieur. Oui. D'où on provient. Comment on compose avec ça? Est-ce que ça peut... Puis je pense que dans le cas, par exemple, de gens qui émigrent, qui partent en exil ou bon, qui se déracinent aussi, il peut y avoir une blessure qui est activée par le poids du passé. Oui. Puis c'est ça qui est intéressant. Comment on peut composer avec ça? Parce que c'est probablement, mine de rien, un des grands défis de l'intégration aussi dans une culture ou de quitter un lieu où on se sentait appartenir. Je me dis que ça demande une grande disponibilité, un temps, alors qu'on est un peu tout le temps dans l'urgence. Il faudrait qu'il y ait telle politique, il faudrait qu'il y ait tel programme, tout ça. Alors que dans les cas particuliers, il y a une demande en temps de savoir comment je compose avec ce passé-là qui est en arrière. Voilà. Comment on ne se fait pas envahir par la nostalgie aussi? C'est la dimension paternelle de la nostalgie. Et l'importance de rompre, vous parliez de cette dimension à l'instant, de rompre pour obtenir autre chose, c'est-à-dire de porter l'autre dimension qui est la dimension des démons femelles, la dimension sphingienne, hein, c'est-à-dire celle où la sphinge ou le sphinx, dépendant des traditions, posera la question à l'individu lors de son exil. Hein. C'est ce qui arrive à Oedipe. Hein. Il va abandonner la peur du parricide, de tuer ses parents, hein, il va abandonner pour rencontrer une dimension sphingienne, c'est-à-dire une dimension de l'inquiétante étrangeté, le démon femelle qui dévore les voyageurs, hein, qui ne connaissent pas la réponse sur leur sort. C'est quelque chose d'assez fascinant que nous devons affronter toujours. Ces questionneuses, ces divinités, ces figures femelles qui posent les questions. La position de la femme, c'est de poser cette question. Qui est l'homme? Qui êtes-vous? Et cette question-là, la troisième dimension, une fois qu'on tente d'y répondre, la troisième dimension, ben, c'est la dimension de la réconciliation avec ses origines. Hein, vous voyez, c'est-à-dire on n'échappe pas à ses origines sans passer par une espèce d'ordalie, hein, sans passer par ce questionnement fondamental. Autrement dit, j'aimerais qu'on essaye de transposer ça à un niveau sociétal, je ne sais pas comment dire, collectif. Nous avons besoin, on vient de le dire au niveau de la thérapie individuelle, la rencontre avec la sphinge, etc. Mais au niveau collectif, nous avons besoin bien sûr, de la raison, du calcul, la cohérence, bon, etc. Mais nous avons besoin aussi de l'imaginaire, du paranormal, de l'aventure. Le chemin, c'est pas l'autoroute, le chemin, c'est caillou par caillou sur le bord. Et nos sociétés sont jusque-là, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, ont fait beaucoup preuve dans leur modernité d'intolérance par rapport à ça. Le fou, il faut lui mettre une camisole. Le guerrier militant, il faut l'appeler terroriste et c'est le diable, bon, et ainsi de suite. Non, c'est ça, c'est soit qu'on est dans le réflexe des frontières de la sécurité ou dans l'élan où on a l'impression de se perdre un peu. T'sais. Comment, justement, nos sociétés peuvent créer ces espèces de zones, ces zones de rencontre? Est-ce qu'il y a une action pour pas qu'on en tombe dans des identités meurtrières ou dans des crispations identitaires ou des réactions de xénophobie? Comment est-ce qu'il y a des passages obligés à accepter ou comment on compose avec ça? On se pose cette question-là, au fond. Là. C'est le début de l'histoire de la folie à l'âge classique où
et on va reprendre l'image maritime, la nef des fous. Hein. Alors, c'est des fous, donc il faut quand même faire attention, là. Il faut préserver la cité, les biens, nos femmes, les enfants, nos équilibres, etc. Mais en même temps, il faut les accueillir dans une espèce de zone neutre où on leur donne l'hospitalité, qu'on appelle le boulevard, entre deux remparts. On les renverra à leur bateau demain matin. Est-ce qu'on a encore ces zones franches où on peut accueillir la part de délire, d'imaginaire, de créativité, finalement, l'autre dans son étrangeté? Est-ce qu'on a ça dans nos sociétés ou est-ce qu'on a tout de suite une espèce de police, je ne veux pas tomber dans le Deleuze, là, mais, ou dans le Donzelot, mais une espèce de police qui essaye de nous régler, de nous normer et donc de nous mutiler? Mais je me disais, moi, la nef des fous, qui dit que c'est une nef de fous? Oui. C'est ça, il y a une façon de percevoir les choses autrement. Tu sais, qui a nommé les choses comme ça? Oui, mais dans la nef des fous, il y avait l'idée que les fous, je vais presque faire une périphrase bizarre, n'étaient pas ce que l'on pense. Autrement dit, ces délires-là, j'allais dire en littérature, ce Rimbaud-là, cette Françoise Dolto-là, ce Lacan, etc., sont des gens qui ont peut-être un message qui paraît bizarroïde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais heureusement qu'ils sont là parce qu'ils vont nous livrer des clés que nous ne pourrions pas avoir à travers la norme et la rationalité. En tout cas, ce que vous citez Lacan, il y a cette espèce de citation de Lacan qui m'a toujours plu, « Ne deviens pas fou qui veut ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire, la société sécrète sa propre folie, mais c'est une folie qui même en normant les comportements, même en les ensanglantant presque, dans l'idée du mot sangle. Oui, mais sanglant aussi est intéressant. Oui, voilà. Et on n'arrive pas à échapper à cette dimension-là. Et je crois que une des fonctions, tout à l'heure je parlais de la psychiatrie comme position héroïque dans le monde, c'est de faire face à ce que les traumatismes, puisque nous sommes dans un siècle de débris humains, hein, ça saute de partout, puis ça les éclats d'obus, de grenades, les bombes qui sautent, nous les percevons jusqu'ici, n'est-ce pas? Et donc, cette manière de voir les choses, elle ne doit plus être, à mon sens, dans cette globalisation inquiétante de la violence, mais bien dans la résistance de chacun à constituer ce que j'ai appelé dans un livre les patries intimes. C'est-à-dire cette forteresse presque anonyme et clandestine de chevauchement de langue, de culture, de goût, d'allégeance aussi, hein, et de dissensus aussi, hein, de consensus, mais aussi de dissensus par rapport à la norme. Des milliers de gens aujourd'hui vivent dans ces situations, je dirais même des centaines de milliers de gens vivent dans des situations non plus de multiculturalisme ou d'interculturalisme, je crois que c'est des concepts qui ne disent plus rien du tout, mais bien dans la constitution la plus poétique possible, la plus festive possible, la plus inattendue de leurs identités. C'est-à-dire, ils congédient les identités. Ouais. Puis moi, je pensais aussi, je me ramenais un peu à l'enseignement, lire des textes, tout ça. On a aussi une posture, on est le lecteur. Comment je pourrais dire? L'auteur nous envoie un message, puis nous, on le reçoit. Donc, on peut bien voir d'une certaine façon, polariser, autrement dit, entre l'autre et soi. Mais on catégorise, on réduit les choses. En réalité, c'est une relation à développer. Et je reviens avec cette idée-là, je pense que ça demande un certain temps pour ça. Je donne l'exemple d'une étudiante qui nous est venue au département où je travaille, qui a été incapable de lire un roman sur le génocide du Rwanda. Elle est elle-même rwandaise. Et là, elle ne pouvait pas embarquer dans l'histoire.
bon, dans le plan de cours du professeur, il y a quand même des évaluations. Tout est construit autour de ça. Là. Il y a toutes sortes de compétences. Puis tout est bien ficelé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on s'en tient à la règle du plan de cours ou, puis au fond, puis on s'est dit, qu'est-ce que doit aller chercher cette étudiante-là? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce que c'est trop confrontant pour elle? Puis en prenant le temps de discuter un peu, on voit les frontières, on les voit là. Elles bloquent. Elles sont là, les frontières. Elle ne peut pas. Parce que c'est retraumatisant pour elle. Hein? C'est retraumatisant. C'est retraumatisant. Oui. C'est correct. Oui. On va trouver une autre œuvre. On peut faire les mêmes types d'évaluations. Peut-être cette œuvre-là, tu n'es pas prête. Mais on se doit d'essayer d'interpréter le cas là, qui se présente à nous. Et ça demande du temps, autant pour ceux qui écoutent que pour celles qui doivent essayer de mettre des mots sur cette réactivation-là de son traumatisme, puis pour ceux qui doivent aussi faire respecter l'atteinte de certains objectifs. Comment on compose avec ça? Mais la littérature a cette fonction-là également de... Une fonction éthique. Révéler, oui, une fonction éthique, oui, d'une part, mais aussi cette fonction de révéler au lecteur qu'il existe un travail de l'imaginaire, hein, pour éviter que les événements reviennent par le réel, comme s'ils étaient vrais. Le livre, pour parler comme Aragon, c'est un mentir vrai. Et donc, ce travail-là, ça me fait penser à une patiente à qui j'avais confié un exemplaire de Madame Bovary. Bon, pour décrire les borderlines, ce qu'on appelle les personnalités limites aujourd'hui, il n'y a pas mieux. À la fin, elle vient me voir et me dit « Mais pourquoi vous m'avez donné ce livre où l'héroïne se suicide, s'empoisonne ?» Je dis « Parce que madame, vous vous empoisonnez la vie. » Le mentir vrai, hein? de La Fontaine. Vous empoisonnez la vie. C'est pour vous éviter le sort de cette héroïne, Madame Bovary. Emma, disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. C'est moi, bien et sûr. Madame Bovary, c'est aussi chaque lectrice et chaque lecteur. Bref, il y a une raison qui travaille dans l'imagination. Ce n'est pas des choses à opposer. Oui. L'imagination, c'est une sorte de raison. On pourrait continuer comme ça une heure de plus, et je le ferai volontiers si j'en ai l'occasion dans le futur. Si vous permettez, je vais, en vous remerciant bien entendu, citer quelques livres, notamment les vôtres, M. Desrosiers, Théorie caraïbe, poétique du déracinement. On n'a pas eu tellement le temps de parler de poésie, poésie, poio, ça veut dire faire en grec, hein, et métaspora, essai sur les patries intimes dont vous avez parlé. J'ai pas pu m'empêcher de sortir de ma bibliothèque, car tout ça sort non pas d'une vitrine de libraire, mais de ma bibliothèque. J'ai relativement lu tout ça, pas forcément tout ce que vous avez publié, mais vous m'y encouragez. Régis Debray, Éloge des frontières, à lire et à relire. La Société des identités, surtout la deuxième édition de Jacques Beauchemin, mon collègue et ami de l'UQAM. Gaston Miron, L'homme rapaillé, évidemment, aux éditions Typo. Amin Malouf, alors je termine par l'Académie française. Amin Malouf, Les identités meurtrières, dans le livre de poche, un livre très intéressant. Voilà un homme au croisement des cultures, au carrefour, mais qui a pu accueillir aussi Dany Laferrière à l'Académie française. Et les éditions Boréal ont publié le discours du récipiendaire et puis du récit, je ne sais pas comment on dit, l'autre, celui qui accueille, qui était l'autre, c'est ça, à Amin Malouf. Alors, merci beaucoup. Ce fut très, très enrichissant. Merci aussi de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous n'y avez pas perdu, loin de là, peut-être comme moi, sans doute. Et je vous donne rendez-vous soit sur le site de l'émission, soit sur l'émission et sur le plateau de l'émission Dialogue la semaine prochaine pour un nouvel enjeu de société. Merci.